Bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo sur le chapitre de la structure sociale. On en a vu des choses avant d'arriver à cette dernière vidéo. On a d'abord analysé les différents facteurs de structuration de l'espace social, on a ensuite analysé les évolutions de la structure socio-professionnelle, on a analysé aussi les théories de classe sociale et de stratification sociale de Karl Marx et de Max Weber, et dans la dernière vidéo, nous étions en train d'analyser la pertinence de l'analyse en termes de classe sociale pour rendre compte de la structure sociale contemporaine. Donc dans la dernière vidéo, on a vu que l'analyse en termes de classe sociale n'est pas du tout pertinente. Ça s'explique notamment à travers le phénomène de moyennisation de la société. Sauf que depuis plus de 30 ans, beaucoup de sociologues comme Louis Chauvel ou Pierre Bourdieu remettent en cause l'idée d'une disparition des classes sociales. Selon eux, le processus de moyennisation se serait essoufflé depuis les années 1980. La société reste marquée par des inégalités fortes entre groupes sociaux. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la pertinence de l'analyse en termes de classe sociale pour rendre compte de la structure sociale actuelle. Et on va voir plusieurs arguments, notamment les catégories populaires comme classe sociale. On va également voir que la bourgeoisie est une classe en soi et pour soi, et on va finalement voir que les classes sociales sont pertinentes si on les articule avec d'autres critères de hiérarchisation sociale. Donc si on s'intéresse déjà aux catégories populaires, on peut affirmer qu'elles sont une classe sociale au sens marxiste et pour plusieurs raisons. Donc malgré une baisse relative des ouvriers au profit des employés due à la tertiarisation, les catégories populaires demeurent importantes et représentent environ 50% de la population active. Elles sont confrontées à des conditions de travail et des conditions de vie similaires. Elles ont les mêmes problèmes, tels que le vieillissement, la dégradation de leurs conditions de vie, etc. Donc si on regarde la similitude de leurs conditions de vie, on peut dire que les classes populaires constituent une classe en soi au sens marxiste. Mais on ne pouvait pas parler de classe pour soi, car la conscience de classe était trop faible. Et là, si t'es malin, tu vas me dire, mais alors pourquoi tu nous parles des catégories populaires dans la partie qui explique la pertinence des classes sociales? Et c'est une très bonne remarque. En effet, les catégories populaires partagent le sentiment de dépossession et de vulnérabilité, mais elles ne se regroupaient jamais pour organiser une action collective, jusqu'au jour où les Gilets jaunes. Ce mouvement a marqué un tournant majeur. Il était largement composé de personnes de catégories populaires ayant des difficultés économiques similaires, ce qui a révélé un sentiment partagé d'injustice et de désir de changement. Cette prise de conscience collective et cette mobilisation suggèrent un retour à une forme de classe pour soi, où les luttes et les identités communes transcendent les différences individuelles. D'un côté, on a donc les catégories populaires qui peuvent être une classe sociale au sens de Karl Marx, mais pour que notre analyse soit complète, il faut trouver une autre classe sociale, et si possible qu'elle soit opposée aux classes populaires. Allez, si tu réfléchis 2 secondes, je suis sûre que tu peux trouver une classe sociale qui est l'antagoniste des catégories populaires. T'as trouvé, c'est bon? Et oui, on parle bien de la bourgeoisie, autrement dit l'élite. Ça nous amène à notre deuxième argument, les bourgeois, une classe en soi et pour soi. Dans le sens marxiste, la bourgeoisie moderne incarne à la fois une classe en soi et une classe pour soi. Comme classe en soi, elle se définit par des caractéristiques communes dans les rapports de production. Ses membres, majoritairement de grands entrepreneurs et cadres supérieurs, partagent une position de pouvoir économique et de direction. Ils possèdent un capital économique important, mais aussi un capital culturel et social marqué par des consommations luxueuses et une culture dite légitime, visible dans leurs pratiques sociales comme les rallyes mondains. En tant que classe pour soi, la bourgeoisie moderne manifeste une forte cohésion interne. Grâce à un capital social dense et des pratiques d'entre-soi, cette classe cultive son identité et son unité. Cette sociabilité se manifeste dans des événements sociaux comme des dîners et des soirées de gala, ainsi que dans les choix d'établissements scolaires d'excellence et la fréquentation de cercles fermés qui renforcent leur réseau social. De plus, cette classe a la capacité de défendre activement ses intérêts économiques et politiques. Elle exerce son influence à travers des liens étroits avec le pouvoir politique et la possession de médias, ce qui lui permet de façonner la législation en sa faveur. Cette capacité d'action collective pour la défense de ses intérêts renforce l'idée d'une bourgeoisie non seulement unie par sa position économique, mais également par une conscience de classe et une action commune. Bah voilà, on les a nos 2 classes sociales modernes. Bien sûr, ce ne sont que des théories sociologiques. D'ailleurs, si tu veux approfondir les analyses en termes de classe sociale, il y a plusieurs sociologues qui ont travaillé sur le sujet. Ils ne sont pas à connaître pour le bac, bien évidemment. Tu as Pierre Bourdieu qui met l'accent sur l'existence de différents types de capitaux. Il affirme que la position sociale d'un individu dépend de la distribution et de l'accumulation de ses capitaux. Tu as aussi William Lloyd Warner. Sa théorie des classes sociales implique un modèle à 6 classes qui structure la société américaine. Ces classes sont définies par une combinaison de facteurs tels que la richesse,
richesse, la profession, l'éducation et l'héritage familial. Mais là, on s'égare de notre sujet. J'aimerais maintenant aborder un dernier point avec toi pour que notre analyse en termes de classe sociale soit complète. Et ce dernier point, c'est la pertinence des classes sociales si on les articule avec d'autres critères de hiérarchisation de l'espace social. L'espace social français est complexe, on l'a vu tout au long de ces vidéos. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut très bien combiner l'analyse en termes de classe sociale avec d'autres critères de hiérarchisation qu'on a déjà vus. On va juste prendre un exemple pour cette partie pour que ce soit plus simple. Si on prend le genre, bien qu'il existe des inégalités hommes-femmes, ils s'inscrivent souvent dans un contexte plus large de rapport de classe. Par exemple, la répartition des tâches domestiques varie selon le milieu social. Et les emplois féminisés dans les services à la personne sont souvent mal rémunérés, ce qui crée des inégalités à la fois de genre et de classe. L'analyse combinée des classes sociales et du genre est essentielle pour comprendre les inégalités complexes dans la société contemporaine. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Plutôt rapide, non? Ce qu'il faut retenir sur le chapitre de la structure sociale, c'est qu'il y a donc plusieurs facteurs de hiérarchisation, les facteurs socio-économiques avec la catégorie socio-professionnelle, le revenu et le diplôme, et des facteurs socio-démographiques avec le genre, la position dans le cycle de vie, la composition des ménages et le lieu de résidence. Ensuite, la structure socio-professionnelle a évolué depuis les années 1950. Elle a connu 4 grandes évolutions: la montée du salariat, la tertiarisation des emplois, la féminisation des emplois et des emplois de plus en plus qualifiés. Ensuite, il faut bien évidemment connaître l'analyse en termes de classe sociale de Karl Marx et l'analyse de la stratification sociale de Max Weber. Tous ces éléments vont te permettre de répondre au grand débat final qui est: l'analyse en termes de classe sociale est-elle encore pertinente aujourd'hui? Et pour ça, tu as 2 grands arguments. Tu as le nom qui s'explique notamment par la moyennisation avec la thèse de Mundras, la réduction des distances interclasses et l'augmentation des distances intraclasses, ainsi que l'individualisation de la société. Et tu as la thèse du oui, c'est encore pertinent. Et là, tu peux distinguer 2 classes antagonistes avec les catégories populaires, la bourgeoisie, et l'analyse en termes de classe sociale peut être pertinente si on l'articule avec d'autres critères de hiérarchisation tels que le genre. J'espère que cette petite série de vidéos t'a plu, n'hésite pas à nous poser des questions en commentaire s'il y a des points que tu n'as pas bien compris. On est également sur Instagram et TikTok, on répond régulièrement, voire tout le temps, à nos DM. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine série de vidéos. Ciao!